Merci beaucoup. Je profite en attendant que ça marche pour dire marhaba lalkel. Shukran lal-istiqbal bil-Maghreb. Merci professeur Bousfiha. Et ça va s'arrêter là pour l'arabe. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Comme j'ai gentiment été introduite, je suis médecin à l'hôpital Saint-Louis dans le service d'immunoclinique où on est centre national de référence des déficits immunitaires de l'adulte. Je vais essayer de faire une présentation didactique, peut-être pas de très haute volée, mais moi j'aime pas, je suis pas capable de faire de très haute volée. Je préfère qu'on refasse les bases et qu'on discute un peu comment on raisonne devant un déficit immunitaire de l'adulte, parce que déjà j'ai fait hors DICV, donc ça laisse pas beaucoup de ça quand même eu le dernier topo de la journée hors DICV, donc c'est pas super facile, mais on va essayer de s'en sortir ensemble. Alors, juste, je ne vais pas refaire évidemment l'immuno, mais juste il y a un sujet sur lequel j'aimerais revenir, et d'ailleurs les questions me montrent que c'est souvent le cas, c'est que il ne faut pas comprendre déficit immunitaire comme manque d'immunité, et donc uniquement susceptibilité à faire des infections. En fait, le déficit immunitaire, c'est la rupture de l'homéostasie normale, et donc tout ce qui est régi normalement par le système immunitaire est en péril, c'est-à-dire l'immunité antitumorale, et donc il y a un très fort taux de cancer, de surrisque de cancer et de lymphoprolifération, l'auto-immunité, puisque l'immunité est complètement interrompue, dans l'immunité normale, et donc en réponse à la question, est-ce que, parce que je fais aussi des cytopénies, je ne suis pas américaine, mais en France on fait aussi des cytopénies, évidemment, il faut faire un dosage pondéral devant toutes les cytopénies, en tout cas de l'adulte. Hein. Et il y a aussi ce qui est compliqué chez l'adulte, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs confondants. L'adulte n'est pas une souris, l'enfant ressemble plus à une souris, donc les déficits chez l'enfant sont plutôt des déficits immunitaires mendéliens, caractérisés génétiquement, ce qui est absolument pas le cas chez l'adulte. Donc c'est très difficile d'aborder un déficit immunitaire de l'adulte. Évidemment, on se base sur tout ce que les pédiatres ont fait en termes de découvertes, et il y en a énormément, comme l'ont pu déjà dire tous mes prédécesseurs. Mais attention, chez l'adulte, il y a la notion de déficit immunitaire secondaire qui est largement plus fréquente que le déficit immunitaire primitif, qui écrase le déficit immunitaire primitif, qui est au moins 30 fois plus fréquente à l'heure actuelle. Et c'est le début de nouveaux déficits immunitaires avec les CAR-T-cells, les immunothérapies. Il va y avoir un boom de déficits humoraux, hein, j'entends, secondaires qui vont vraiment surplomber tout le déficit immunitaire de l'adulte. Donc ne pas oublier quand même toutes les conditions que j'ai mises là, qui sont les plus fréquentes, les comorbidités, les infections virales chroniques, mais évidemment ça, vous savez tout ça, l'hématologie, et en fait finalement on se retrouve avec très très peu de déficit immunitaire primitif. Tous ceux qui sont étudiés chez l'enfant, tous les déficits génétiques, se retrouvent chez l'adulte. Il y en a parce que c'est de la transition, comme l'avait très bien dit Abir, et il y en a d'autres qui sont de révélation plus tardive pour des problèmes de pénétrance ou d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, mais qui sont vraiment des déficits génétiques mendéliens qui se révèlent à l'âge adulte. Ça existe aussi. Mais c'est pas du tout la majorité. Comme vous le savez, pour aborder un déficit immunitaire, il faut aborder et la cellule qui est en cause. Il y a un Larsen, c'est ça? Il y a un truc qui ne va pas? Ok, pardon. Donc, et la cellule qui est en cause, et le compartiment cellulaire qui est en cause. Ça peut être un seul compartiment, ça peut être plusieurs compartiments combinés. Tout se retrouve chez l'adulte. Néanmoins, les déficits immunitaires primitifs touchent plus souvent le compartiment de l'immunité adaptative. Donc 80% des DIP sont des anomalies des déficits de l'immunité adaptative, et 20% sont des déficits de l'immunité innée. Donc tout ça pour vous dire, n'oubliez pas que déficit immunitaire veut dire tout ça. Ne veut pas dire uniquement
susceptibilité aux infections. Après, ce qui est important, et ça c'est notre travail, et ça c'est super excitant quand on est médecin adulte, plus que d'apprendre par cœur la liste des gènes incriminés, parce que ça c'est en tout cas pas possible pour moi, c'est de savoir interroger les malades et de savoir récupérer tout l'historique. Parce que comme ça a été très bien dit, on peut avoir une cytopénie auto-immune 20 ans plus tôt et les manifestations infectieuses 20 ans plus tard. Et donc nous, on le rencontre au moment des manifestations infectieuses. Et en fait, 20 ans plus tôt, il avait déjà eu un PTI, une AHAI, un lymphome, etc. Donc il faut rester extrêmement vigilant et savoir regrouper les syndromes entre eux. C'est ça le challenge en médecine adulte, en tout cas. Ce qui est intéressant notamment dans les infections, c'est de savoir quel type d'infection il s'agit. Évidemment, c'est pas pareil d'avoir une infection aux bactéries encapsulées que d'avoir une infection à pneumocystis ou d'avoir une candidose ou d'avoir, etc., un CMV, des verrues, etc. Vous voyez que ça n'appelle pas les mêmes compartiments cellulaires et donc ça ne nous fait pas penser au même endroit, à quelle localisation de déficit immunitaire il s'agit. Ça peut être une seule infection, pas forcément répétée, mais de siège très inhabituel. Par exemple, les salmonelloses osseuses dans les défauts en IL-12, enfin de l'axe IL-12 interféron gamma, ça c'est quand même pas tout à fait banal, ou leur caractère disséminé, c'est-à-dire une pneumococcie disséminée, le péricarde, la méninge, etc. C'est pas normal. Si on suit l'axiome admis de Jean-Laurent Casanova et de Laurent Abel, selon lequel une infection, un déficit immunitaire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire une infection normalement, sans avoir un déficit de l'immunité. C'est encore à prouver, c'est pas sûr. Pareil, toutes les cytopénies, les endocrinopathies souvent, hein, chez l'enfant, le diabète de type 1, ça il faut penser déficit immunitaire. Et un autre truc auquel on pense jamais, mais maintenant on commence à y penser, c'est toutes les maladies inflammatoires de l'intestin. Les MICI de révélation pédiatrique sont des déficits immunitaires dans la plupart des cas. Mais après, ils peuvent aussi l'avoir en tant qu'adultes. Évidemment, un autre syndrome que vous connaissez bien et qui doit aussi faire rechercher le déficit immunitaire, quel qu'il soit, c'est l'HLH, qui peut, même l'HLH génétique, qui peut se révéler même à un âge très tardif. Le dernier qu'on a diagnostiqué, c'était un chidiaque, elle avait 70 ans au diagnostic. Oui. Bon, ça c'est pas très bien terminé. Alors, donc voilà à peu près comment on répartit les choses. Évidemment, on peut avoir des choses associées, hein, des déficits associés. Mais bon, on va rester un peu dichotomique. La vraie vie, c'est pas ça. Hein, la vraie immuno, vous la connaissez. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on est obligé un peu de faire des casses dans notre tête pour pouvoir être efficace auprès des malades. On a parlé de la génétique, vous en avez parlé toute la journée, les pédiatres connaissent ça 1000 fois mieux que moi. On est à plus de 400 gènes démontrés, vous l'avez vu. On utilise pour l'instant, quasi en routine maintenant, le whole exome sequencing. Attention pour le whole exome, rappelez-vous que on ne regarde pas tout l'exome, c'est faux. Le séquençage est quand même filtré, on regarde des gènes d'intérêt. Donc évidemment, c'est peut-être aussi ce qui explique que tout n'est pas encore génétique. Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on a ratées. Deuxièmement, c'est peut-être dans l'intron. Voilà. C'est pour ça que en France, on a la chance de pouvoir participer à un programme national de France génomique, un plan pour 2025, où on fait du whole genome sequencing, notamment pour les patients pour lesquels on suspecte très fortement une origine génétique, mais qu'on n'a pas réussi à démontrer dans les méthodes usuelles standards de whole exome ou de gènes candidats par Sanger. Ce qui est difficile aussi, je trouve, dans le déficit immunitaire et dans la génétique, parce que moi je comprenais rien quand je suis arrivée, j'ai mis du temps, j'ai besoin de ranger, c'est que, en fait, on met tout en même temps, et il y a des défauts génétiques qui peuvent toucher des molécules, ça veut rien dire des molécules, mais des protéines ubiquitaires, et entre autres le système immunitaire, et d'autres
mutations, d'autres gènes qui codent pour des protéines qui ne sont exprimées que dans le système immunitaire. Donc, par exemple, RAG, qui n'est exprimé que dans le système immunitaire, dans les lymphocytes B et T, comme vous le savez, ne donne que ce qui est lié au problème de lymphocyte B et de lymphocyte T. En revanche, les actinopathies, maintenant c'est la grande mode des actinopathies, donc le cytosquelette, toutes les anomalies du cytosquelette, ça touche tout le cytosquelette de toutes les cellules, y compris des cellules immunitaires, et on sait que le système immunitaire a besoin de la synapse immunologique et donc du cytosquelette, mais ça touche aussi toutes les autres cellules. Donc c'est difficile parce que parfois le phénotype clinique est très hétérogène, super vaste, mais c'est aussi lié au fait que la mutation touche une protéine complètement ubiquitaire, comme le DNA repair, par exemple. Donc ça donne tout et n'importe quoi, entre autres, un déficit immunitaire. Donc c'est ça qu'il faut se dire dans sa tête. C'est pour ça que ça sert pas à grand-chose d'apprendre 450 gènes par cœur, qu'est-ce que ça donne, parce qu'il vaut mieux partir dans le sens inverse, quels sont les symptômes et essayer de deviner. Ce qui facilite pas les choses, c'est que les anomalies peuvent être quantitatives ou qualitatives, hein. Elles ne sont pas que quantitatives, elles peuvent être qualitatives. C'est les notions d'haploinsuffisance et d'effet dominant négatif. On ne va pas rentrer dans les détails génétiques, mais bon, tout ça est assez compliqué, enfin, je trouve, un peu banalisé d'ailleurs, tellement c'est complexe. Donc restons calmes. Il y a aussi des mutations qui génèrent des gains de fonction, d'autres qui génèrent des pertes de fonction. Donc toutes les configurations sont possibles et imaginables. En tout cas, en pratique, en médecine adulte, ce qui nous fait penser à une origine génétique mendélienne de révélation tardive, c'est un début précoce. Bon, ça, j'étonne personne si je dis que si le déficit commence dans l'enfance, plus on est petit quand on commence, plus on a de chances d'avoir, je ne sais pas si c'est une chance, mais une maladie génétique. Quand le déficit immunitaire est combiné, pas uniquement hypogamma-globulinémie, mais hypogamma plus déficit cellulaire, on va revenir là-dessus. Quand il y a de la consanguinité, ça renforce l'idée, des antécédents familiaux évidemment, et des arguments extra-système immunitaire comme la dysmorphie, les anomalies des dents par exemple, les anomalies, on en a parlé, l'anhydrose, Nemo, tout ce qui est de la voie des TLR et du NF-κB, entre autres. S'il y a des signes extra-immunologiques qui ciblent vers une anomalie génétique connue, là, on va penser génétique assez rapidement. En gros, celui pour lequel on ne pense pas génétique, c'est le patient qui a finalement ce qu'on devrait appeler un DICV à la fin, c'est-à-dire une hypo-IgG, une hypo-IgA, des bronchites, des sinusites, et c'est tout. Et encore, on n'est pas sûr. Probablement quand même qu'il a une anomalie, parce que sinon, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas d'anticorps, mais peut-être pas génétique mendélienne. Ce qui nous m'amène à vous dire que la génétique, en tout cas chez l'adulte pour l'instant, comme l'a montré professeur Cunningham-Rundle, c'est que 20 à 30% de tous les déficits immunitaires. En plus, c'est des patients qu'on a sélectionnés avant de les envoyer à la puce. Hein. Donc, c'est des patients qui ont déjà soit des DICV complexes, soit donc on a déjà soit un début pédiatrique, etc. Et même comme ça, on n'arrive pas à avoir plus de 30% de rentabilité génétique. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Juste un tout petit mot des déficits en anticorps, même si je ne vais pas vous parler du DICV. Juste qu'on soit d'accord, quand on n'a pas d'anticorps, les infections qu'on fait, c'est les bactéries encapsulées, la salmonelle, le campylobactère, la lamblia et certains virus, mais rien d'autre. Virus entérique, mais rien d'autre. On ne fait pas de pneumocystose, on ne fait pas d'infection ACMV, on ne fait pas de verrues. Ça, c'est pas du tout des complications d'hypogamma-globulinémie. Pareil, dans un autre registre, l'infection urinaire, l'infection à Pseudomonas aeruginosa, ce n'est pas une complication de l'hypogamma-globulinémie. Donc je ne refais pas le schéma de la vie du lymphocyte B, mais globalement, on peut distinguer la gamma-globulinémie, où on a 0B, hein, c'est une maladie de la moelle. Ça, c'est des maladies purement génétiques. Les hyper-IgM syndromes,
Ça, c'est les défauts de la commutation isotypique ou de l'hypermutation somatique. Et le DICV. Évidemment, le DICV, même si la prévalence, on ne sait pas très bien, est 10 000 fois plus fréquent que les autres maladies. Ce qui est intéressant dans les hyper-IgM syndromes, donc en gros, c'est un malade qui vient parce qu'il a des infections à répétition. Vous lui faites un dosage pondéral des immunoglobulines, il a des IgM, mais il n'a pas d'IgA, il n'a pas d'IgG. Et par ailleurs, il s'avère qu'il a des ganglions, une grosse rate, il a une hyperplasie lymphoïde, et c'est un syndrome hyper-IgM. Ils ont beaucoup d'auto-immunité, le phénotype est assez dur pour, dans ces maladies-là. Donc, il y a des hyper-IgM syndromes qui ont été diagnostiqués à l'âge adulte. Ça arrive. Des enfants qui ont été traités comme un DICV pendant X années, et en fait, c'était juste un syndrome hyper-IgM. On a même un CD40 ligand hein, qui a été diagnostiqué à l'âge de 24 ans. Alors, je voulais attirer votre attention, donc ça c'est les déficits purs en anticorps, mais je voulais attirer votre attention sur ce qu'on appelle les déficits immunitaires combinés chez l'adulte. Donc c'est pas les SCID, c'est pas les KID, c'est les LOCID, donc les Late Onset Combined Immunodeficiencies, qui sont des patients en particulier qui ont été identifiés en 2009 pour la première fois, une des premières descriptions, qui ont été introduites dans la définition du DICV de l'ESID. Et en 2015, Eric Oxenhandler a proposé de durcir encore les critères pour entrer dans l'OCID. Et il a considéré que l'OCID, pourquoi je vous dirai après, c'est un patient qui a une hypogamma-globulinémie et une lymphopénie CD4 très profonde, définie par moins de 20 par millimètre cube TCD4 naïve, ou l'antécédent d'une infection opportuniste. Quand on dit opportuniste, c'est candidose œsophagienne, CMV, Kaposi, ça c'est des infections opportunistes. Pourquoi c'est important? Et il faut les sortir du DICV classique, même s'ils n'ont pas d'anomalie génétique identifiée. Certains en ont, hein. C'est parce que leur mortalité est beaucoup plus importante. Il y a 27% de mortalité dans ce sous-groupe de population versus 5 à 10% dans les non combinés. Ils sont souvent, je pense qu'il y en a beaucoup au Maroc, au Maghreb de manière globale, dans la région MENA, parce qu'ils sont souvent retrouvés dans les familles consanguines. On a beaucoup de déficits immunitaires combinés. On a aussi la chance en France d'avoir une grande diaspora d'Afrique du Nord, et donc on a à peu près, je pense qu'on a à peu près les mêmes patients que vous. L'autre déficit immunitaire combiné de l'adulte, qui cette fois-ci survient beaucoup plus tard, alors que l'OCID, c'est plutôt 20 ans, l'âge médian de découverte, 20-25 ans. Le syndrome de Good, c'est un syndrome qui est décrit chez des patients, c'est un syndrome qui est très rare. Dans la cohorte des filles, donc de celle de Saint-Louis, hein, je ne parle pas de tout le Cérédi, on en a 20 sur 900 patients. C'est des patients qui sont plus âgés, ils ont 60 ans environ d'âge médian, et ils se présentent de manière extrêmement caractéristique, c'est-à-dire un thymome ou un antécédent thymome, une maladie des cytopénies très particulières parce que c'est des cytopénies soit périphériques, immunologiques, extrêmement réfractaires et souvent multiples, soit des érythroblastopénies, ça c'est très associé au syndrome de Good, soit même des aplasies médulaires. Il y a des aplasies médulaires associées aux thymomes qui ont été décrites. Cliniquement, ils ont souvent un lichen et un vitiligo, ça c'est très particulier au syndrome de Good. Et ils font des infections opportunistes, comme vous pouvez le voir là. Bon, le papier est vieux, hein, mais sur 51 Good, il y avait 12 candidats, 12 CMV, 3 pneumocystoses. Donc c'est vraiment le sida du vieux sans sida. Avec en plus cette note hématologique qui grève un peu le pronostic, parce que parfois vraiment on n'arrive pas à contrôler les cytopénies.
Et c'est des patients qui meurent beaucoup plus que leurs homologues du même âge qui ont le DICV. Donc c'est une maladie qui est beaucoup plus grave qu'un DICV standard, on va dire. Une maladie qu'on aime bien parce que ça aussi, ça touche. Maintenant, on sort de l'hypogammaglobulinémie et du défaut purement T. Ça, c'est GATA2, le déficit en GATA2. Alors, qu'est-ce que GATA2? C'est un facteur de transcription qui est ubiquitaire. Donc, dans le genre, ça touche plein de choses. GATA2, ça touche plein de choses, mais il est indispensable à l'hématopoïèse. Donc, c'est qui les patients qui ont un déficit en GATA2? Vous avez dû en voir, c'est sûr. C'est des patients qui ont des verrues profuses, qui ont un lymphœdème et qui ont une maladie hématologique associée, souvent une myélodysplasie. C'est à très haut risque d'évolution vers la leucémie aiguë. C'est ce qu'on a appelé souvent la MMC chronique, LMMC chronique juvénile. En fait, c'est des déficits en GATA2 ou syndrome monomaque au début, quand il a été décrit. Les infections sont très très vastes. Elles peuvent être virales, mycobactériennes, fongiques, ils font toutes les infections. Mais vraiment, cliniquement, ce qui prédomine, c'est ça, hein, c'est les verrues et le lymphœdème. Là, ici, il y a une LEMP, une ostéomyélite, enfin, ils font des maladies très, très, très graves, infectieuses en tout cas. C'est Jean Donadieu qui les avait repris en 2018 dans Hematologica. Et si vous regardez le début des symptômes, augmente quasi de manière constante. Il y a beaucoup trop de diapos, excusez-moi. Mais si vous voulez, ça commence... je vois pas, vous voyez quelque chose ou pas? Ah oui, c'est là. Ça commence à 20 ans, en gros, hein, là, l'émergence du début des symptômes. Et la survie est celle-là. D'accord? Donc, ça, c'est la survie après allogreffe. Parce qu'on en a discuté ce matin. J'avais oublié ce truc. Ça, c'est les patients qui ont été allogreffés avant 18 ans. Donc avant 18 ans, ils ont ça comme survie. Ça, c'est ceux qui sont allogreffés après 35 ans. Donc c'est drastique. Plus on les greffe tôt, meilleur est le pronostic. Mais parfois, ils n'ont pas beaucoup d'anomalies cliniques, donc c'est difficile de les proposer à l'allogreffe. Une autre maladie que j'aime bien et qu'on voit souvent aussi, qui est aussi une maladie très ubiquitaire et qui ne touche pas uniquement le système immunitaire, ce sont les anomalies de maintien de longueur des télomères ou maladie des télomérases. Alors, contrairement à ce que leur nom indique, les télomérases sont des enzymes qui servent à maintenir la longueur des télomères. Elles ne coupent pas les télomères, elles maintiennent la longueur des télomères. Donc elles font le contraire de ce qu'on pense qu'elles font. Et en fait, a été décrit toute une série de mutations, je ne les compte plus, on en est, vous voyez, qui touchent toute la machinerie cellulaire nécessaire au maintien de la longueur des télomères. Donc les télomérases, mais elles ont d'autres copains, des cofacteurs. Il y a des déficits génétiques qui ont été aussi démontrés dans les copains des télomérases. Qu'est-ce que ça donne cliniquement? En fait, les télomères se raccourcissent énormément et donc tous les tissus à développement rapide, comme les cellules souches, hématopoïétiques, la peau, sont altérés. Le poumon, ça donne de la fibrose parce qu'on cicatrise pas correctement. Et donc, ces téloméropathies, elles peuvent être parfaitement diagnostiquées à l'âge adulte. Elles peuvent mimer complètement des DICV. On en a plusieurs qu'on a envoyé à la puce pour DICV complexe et on s'est retrouvé avec des mutations DKC1, TEL, TERT, etc., des mutations de téloméropathie, parce que ça donne de la fibrose dans le foie, de la fibrose dans le poumon et des maladies hématologiques aussi, hématopoïétiques. C'est aussi un surrisque de développer une leucémie aiguë, hein, raison pour laquelle c'est important de les diagnostiquer. Donc vous voyez ici ce que ça donne cliniquement, des dystrophies des ongles. Je sais qu'il y a des dermatologues dans la salle. Ça donne énormément d'atteintes cutanées et muqueuses et ça se diagnostique par la mesure de la longueur des télomères et la génétique. On va directement à la génétique quand on a une forte suspicion de maladie des télomères.
Et voilà, vous voyez ici, j'aime bien cette diapo, je vous la donnerai évidemment. Plus on avance en âge, plus le phénotype change et on développe à partir de l'adolescence toutes les maladies hématologiques graves. Et quand on est petit, on a les anomalies musculo-squelettiques associées aux téloméropathie. Un tout petit mot des défauts en complément, parce que c'est quand même important. Donc ça, c'est un patient qui vient et qui a fait une méningite, un méningocoque fulminante, un purpura fulminans. Il faut absolument diagnostiquer un déficit en complément. C'est très facile, on dose les fractions du complément, ça coûte pas très cher et ça sauve une vie, parce qu'après, évidemment, il faut les vacciner, il faut qu'ils soient complètement éduqués à avoir de l'oracidine sur eux. Donc ça, c'est germe encapsulé. Donc si Monsieur Bousfiha me permet, parce que là, c'est ça qui était plus rigolo, c'est ma conclusion, hein, mais elle est un tout petit peu longue. On va essayer de raisonner à l'inverse, parce qu'en général, les patients, ils n'arrivent pas en lui disant « Bonjour, j'ai un déficit en DKC1 ». Et donc, j'essaye... Alors ça, c'est pas dans la littérature, c'est moi qui l'ai fait, donc évidemment, c'est imparfait et c'est pas du tout exhaustif. Il manque des trucs, hein, c'est certain. Donc les infections, il faut qu'on sache lesquelles c'est. Si c'est des bactéries encapsulées, on pense complément, on pense hypogamma. Si c'est des infections virales, ça peut être tout, sauf le DICV. S'il y a une candidose, stat 1, mycobactéries, GATA2, interféron gamma IL12, aspergillose, CGD, stat 3. Évidemment, cette liste n'est pas du tout exhaustive. C'est juste pour vous dire à peu près, à mon sens, qu'est-ce qui est important de relever et qu'est-ce qui fait sens. La présence de cytopénie, si c'est des cytopénies périphériques, ça nous oriente vers des défauts en CTLA4, LRBA, ALPS et STAT. Si c'est plutôt myélodysplasie, c'est plutôt GATA2 et télomère. Si c'est érythroblastopénie, c'est thymome et ADA2. Et si c'est aplasie médulaire, c'est thymome et télomère. Pour la peau, les ongles, télomère. La canicie précoce, télomère. Les verrues, GATA2, STAT, WIM. Lymphœdème, GATA2. Alopécie, NF-kappa-B. Lichen, thymome. Est-ce qu'il y a du poumon? S'il y a de la fibrose, pensez télomère. Fibrose étendue. Les autres, vous connaissez. S'il y a une atteinte digestive, ça peut être tout et n'importe quoi. Ils donnent tous une atteinte digestive assez grave. Et les endocrinopathies sont très très importantes à relever. Hein. Le diabète de type 1, les thyroïdites, CTLA4, LRBA, LPS, STAT et NF-kappa-B. Notamment les endocrinopathies de l'enfant. Sur le plan biologique, il y a des trucs assez faciles. Et évidemment, j'ai oublié le dosage de complément, excusez-moi, il faut le rajouter. Hein, c'est 3 C4 CH50. Mais en gros, dosage pondéral, pas d'IgA isolé, déficit sélectif en IgA, pas d'IgM, déficit sélectif en IgM. IgM, mais pas d'IgA, pas d'IgG, hyper-IgM syndrome. Beaucoup d'IgE stade 3. Donc là, déjà, on a beaucoup d'informations. Après, avec la numération toute simple, la numération des B, des T et des NK, on a aussi beaucoup d'informations, parce que ce que je ne vous ai pas dit, qui était très important, c'est que dans le GATA2 et dans le GOOD, il n'y a pas de NK et pas de B circulant. Dans le GATA2, il y a une monocytopénie. Donc il y a des choses un peu intéressantes assez facilement. Le dosage de la B12 est très intéressant parce qu'il est élevé dans la LPS. Un dosage de B12 normal élimine la LPS. Et un scanner thoraco-abdominopelvien pour avoir les atteintes profondes et essayer de définir les entités correctement. Et je vous remercie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'appli de Monsieur Bousfiha et de Laila Jeddan, qui est une appli sur PID Classific que je vous conseille de télécharger. Vous mettez, elle est super bien faite. Et je vous invite à nous rejoindre. On a une RCP tous les mois qui est par Zoom, hein, donc vous êtes les bienvenus. Tous les déficits immunitaires de l'adulte sont discutés, ceux qui posent des problèmes évidemment. Hein.
Vous êtes absolument les bienvenus. Et on va organiser en 2024, j'espère, les 20 ans de l'accord défi. Et on va faire 1, 2 ou 3 journées, je ne sais pas, à Paris. Et on vous attend très nombreux, mais on vous enverra les invitations avant. Il faut nous dire quand est-ce que ça vous arrange. Et je vous remercie pour votre attention.